Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. La canicule, mon cher. Ah, tabarouette. Je vais te dire, j'ai mon polo. Là. J'ai mis ça aujourd'hui là, parce que c'est un petit peu humide dans le studio et tout ça. Toi, visiblement, t'es mieux que moi. Mais dès que je sors à l'extérieur, je remets le polo. Hey. Si jamais tu vas dans le Kentucky et qu'il pleut à Sio, n'oublie jamais de suivre les règles si jamais il y a des policiers pas loin pour faire un Scotty Scheffler de toi-même. Ouf. Et ça a donné en plus... Tu parles d'un hasard. Hein? Le gars, sa body cam ne fonctionnait pas. Il n'y a rien qui marchait. Ouais. C'est un peu nébuleux. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Puis comme je suis content, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'ESPN qui a dit « On peut-tu se concentrer sur une affaire? » Il y a eu mort d'homme ici. Là. Il y a quand même eu un piéton qui est décédé. Absolument. Puis il n'y a rien à voir avec ça. Il n'y a rien à voir avec ça. Lui, c'est l'autobus, en fait. Vous savez, quand on va aux Alouettes, c'est le bordel aller aux Alouettes, mais souvent, on va prendre l'autobus en bas, qui va nous monter dans la montagne. C'était la même chose. C'était de bonne heure le matin. Et malheureusement, il y a un piéton qui est décédé. Et Scotty Scheffler l'a dit, il mouillait à Sio. Le gars avait sa veste jaune. J'ai jamais vu que c'était un policier. Là où le gars d'ESPN disait, j'ai tendance, quand ça a l'air que quand il est parti, puis que ça a créé l'émoi, il y a comme un policier qui a fait comme, c'est qui qu'on vient d'embarquer? Et là, le gars a dit, jamais Scotty Scheffler s'est dit, je vais me dire, je m'appelle Scotty Scheffler. Ouais. Puis il y avait un auto lettré du tournoi de golf également. Hein? Comme le journaliste disait, moi, là, les gens qui font comme, tu t'es fait arrêter en boisson, puis tu sais pas chez qui, puis qui joue là-dessus, il dit, non, toi, tu t'en vas en prison. Mais que Scotty Scheffler n'a pas dit, hey, je veux juste aller jouer. J'ai de la misère un petit peu avec ça. François, quel show cette semaine? Écoute, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, un avocat spécialisé, Alexandre, maître Marc-Antoine Desjardins, il vient nous parler, entre autres, de sécurité à vélo. Je pense que ça va être un show incroyable. C'est pas tant nous qui est petit, mais le gars fait 6 et 6. Ouais. Bienvenue à Sport Express. Hey François, habituellement, on a des invités. Là, je ne savais pas que j'avais besoin d'un banc. On va l'appeler monsieur, mais c'est quand même maître Marc-Antoine Desjardins. On va parler de vélo, mais on va parler de vélo et de la place du vélo à Montréal et tout sur ça. Sur la route aussi. Sur la route. Puis, tu sais, disons que c'est très sujet d'actualité depuis plusieurs années maintenant. Il est avocat et organisateur du Tour du silence de Cyclovia, c'est ça? Cyclovia également. Voilà. Salut, Marc. Bonjour. Bonjour. Je vais sur un tabouret pour me baisser un peu. Non, mais c'est correct. Non, J'ai dit maître Marc-Antoine au départ, mais là, Marc-Antoine, ça va. Il n'y aura pas de problème. Oui, c'est ça. Mais c'est pour mes clients, puis bon, même là. J'aime ça. On n'est pas client, on ne veut pas l'être. Non, voilà. Donc, visiblement, deux passions dans la vie, le droit et le cyclisme. Ouais. Le cyclisme, ça a commencé à un jeune âge pour toi? Bien, premièrement, je vais vous faire un cadeau. Regardez ça, je vous donne il y a une semaine, on est en train de faire le post-mortem. Ouais. Merci de me recevoir en passant, les gars. Plaisir. Ça, c'est une belle clochette qu'on donnait à tous nos participants du Tour du silence, fournie par la FQSC. Fait que regardez, on peut même, c'est le fun, hein? J'aime ça. Caméra 2. Oui, caméra 2, exact. Reprends-la dans la main, puis vas-y sur la caméra 2, j'aime ça. On va la montrer. Pour être entendu et faire de l'anticipation si jamais il y a une situation problématique. On est entendu puis on est vu, ça, c'est notre histoire. On va y revenir parce que j'imagine qu'à Montréal, ça doit être assez... T'en as besoin, disons ça de même. Mais revenons à la base. Tu t'es pas levé un matin. Est-ce que c'est à peu près ça? Tu as dit à tes parents, moi, je veux un vélo, je veux en faire. Ça a commencé comment? Écoute, moi, je viens de la Rive-Sud, je viens de Boucherville. J'ai toujours fait du vélo. J'ai toujours aimé ça. Je me rappelle quand mon père m'a fait... aller sur 2 roues. Je me rappelle du moment où est-ce que j'ai lâché mes roues de tricycle en arrière. Tu sais, c'est comme une espèce de... C'est comme une première. On se souvient tous des premières, les gars. Et c'est juste quelque chose qui est marquant. Puis c'est le fun. Il y a une espèce de liberté, le vent dans les cheveux, puis le vent sur le corps. Il y a comme une espèce de sentiment là, de liberté, justement, qu'on a avec le vélo. Puis bien, de fil en aiguille, j'en ai toujours fait bon an, mal an, vélo de montagne un peu, au Parc Saint-Bruno, tout ça. Exact. Et... de fil en aiguille aussi, en me rendant à Montréal, en vivant à Montréal, à un moment donné, en 2011, j'ai décidé de me déplacer en vélo. Été hiver, alors j'arrivais à la job, puis à mon travail, puis je mettais mon vélo, puis je trouvais ça le fun, puis j'avais un défi, puis j'ai ma voiture, je venais sans voiture. Mais j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez, me déplacer en vélo, c'est pratique, il n'y a pas de trafic. Puis là, de plus en plus, avec la mise en place du réseau Express Vélo à Montréal, on a une
panoplie de pistes cyclables sécurisées. Un peu comme ici, je veux dire, le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est refait avec des saillies de trottoir. Ouais. C'est juste pour rendre ça plus convivial. Le tout à l'auto, l'autodépendance, bien, ça ne peut pas être que ça. On n'est pas en 1950, puis on ne va pas non plus revenir en 1950. C'est d'adapter les villes, les milieux urbains avec le principe de vision zéro pour éviter justement d'être accidenté de la route puis de devenir mon client, tu sais. Ouais. Pas que j'en veux pas, mais c'est simplement que c'est une contradiction à un moment donné d'être frappé par une voiture quand tu es à vélo. Alors, c'est une espèce de vivre ensemble qu'on doit, une cohabitation sur laquelle on doit aller. Un mal nécessaire, mais dans le fond, tu aimerais mieux pas défendre ces gens-là qui ont été accidentés. Oui, c'est un petit peu une contradiction du système, parce que, bon, c'est une compagnie d'assurance, la SAQ. Bon, je suis un ancien stagiaire, avocat junior de la SAC. J'ai fait mon stage du barreau là-bas. Puis après ça, j'ai sauté à la clôture, puis je me suis parti à mon compte en 2009. J'ai jamais pu regarder en arrière. Puis bon, moi, j'ai toujours défendu les accidentés de la route et du travail, mais bon, principalement pour moi, les accidents de la route. Et je trouve ça stimulant d'avoir un regard de l'intérieur de la machine, justement, pour la clientèle, des gens qui sont victimes d'un accident de la route ou d'erreurs administratives dans le dossier ou d'incohérences administratives. Bien, dans ce cas-là, ils nous appellent, causalex.com, puis on regarde ça avec eux autres, puis on débloque des indemnités qui manquent, on réévalue les séquelles, on évalue la capacité de travailler à la lumière des séquelles créées par un accident automobile. Bien, c'est ça. Ça ressemble à quoi, justement? Je veux qu'on fasse du chemin un peu sur ton travail. Au niveau des accidentés de la route, présentement, au Québec, il y en a... On en entend parler chaque semaine. Il y en a énormément, Marc-Antoine? Bien oui, puis à vélo, piéton, essentiellement, le gros des accidents se crée... bon, si on parle, mettons, des gens plus vulnérables, vélo, piétons, personnes âgées, enfants... Ouais. Bien, c'est certain que c'est dans les centres urbains densément peuplés ou sur les routes, je ne sais pas moi, la 223, sur le bord de la route. Juste en m'en venant tantôt, il y avait un monsieur en déambulateur, il était en sens inverse. Il n'était même pas sur le trottoir, il était en sens inverse. Je me suis dit, soit qu'il y a un instinct de survie très faible ou qui veut, je ne sais pas, là, il s'en allait d'un point A au point B. Mais des fois, il y a des comportements, des fois, qui peuvent mettre en danger les gens. Si vous traversez, mettons, les intersections avec vos écouteurs, avec votre téléphone, vous ne regardez pas à gauche pas à droite. Il y a toute une question aussi de civisme et de place dans la société qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Moi, j'étais, en 2013, je descendais la Côte-Berry à vélo pour justement aller voir un client et je me suis fait faucher par un camion. J'étais sur une piste cyclable. Okay? Donc, je ne pouvais pas être plus sécurisé que ça. Là. Balisé sur Berry, la Côte-Berry, un terre-plein ou là, dans le viaduc. Là, tu sais. Et la personne, les deux gars ont décidé de tourner à droite illégalement. Fait que je pouvais être en habit de Robocop dans un tank. Je me serais fait quand même rentrer dedans, coupé par le vélo, avec une police sur le coin de rue. Le gars a décidé de tourner à droite illégalement. Il a tourné à droite. Il m'a ramassé. Par chance, on touche du bois. J'ai rien eu à part un gros bleu sur le mollet. J'ai même pas ouvert le dossier à la SAC parce que je me suis dit, je veux pas toucher à ça. Tu voulais pas te défendre toi-même. C'est parce que j'avais pas de blessure. Je voulais pas non plus administrer quelque chose qui en valait pas la peine. J'ai eu une frousse pendant 2 semaines ou un choc. Tu y repenses le soir tout le temps. Tu y repenses, ça passe par là le lendemain. Pas le lendemain, mais je veux dire, la semaine après, j'avais un bleu, puis je commençais ma saison de vélo, puis je me suis reposé. Mais ça fait la frousse de ta vie. Hein, comme un accident de la route, on va toujours être plus... Je pensais jamais vivre ça et potentiellement mourir ou être mon propre client techniquement. Je trouvais ça ironique, absurde. Mais tu vois ta vie de passer devant toi en une fraction de seconde. Je me suis dit, shit, si le gars, il passe un pied de plus, j'ai la trace, mon aileron arrière de mon vélo de route, il me coupait en deux. Là. Il me passait, son pneu arrière me passait sur le corps. Voilà. Des moments comme ça, tu sais, t'es de Boucherville, je suis de Saint-Bruno, on n'est pas très loin. C'est ça, et à chaque fois que je passe sur le boulevard Clairvue, au coin, il y a comme une espèce de petite croix qui est là parce que c'est un cycliste qui est décédé l'an dernier. Et à chaque fois que je passe, même avec ma conjointe, j'en parlais, je dis c'est impossible. D'abord, Clairvue, c'est 50 km/h. C'est une interception où lui, il avait un stop. Sur Clairvue, il n'en avait pas. Et quand tu creuses un peu, fameux AirPods, fameux cellulaire, c'est un fléau qu'on n'avait pas en 2009, 2010, 2011, mais qu'on a en 2024. Ça, à un moment donné, Marc-Antoine, j'imagine qu'il va falloir mettre un frein à ça. La technologie à vélo, ça commence à être dangereux. Le CSR a quand même des mesures mises en place. Il y a eu des réformes du Code de sécurité routière. Depuis 2016, je crois 2016, vous ne pouvez pas, notamment le corridor de sécurité d'1,50 m quand vous êtes sur une rue de 50 km/h et plus, 1 m, 50 km/h et moins. Montréal, il y a du 30-40 km/h, mais essentiellement dans les rues locales.
Bon, il y a des voies cyclables, des bandes cyclables. On a vu parallèlement à ça. Vous n'avez pas le droit de rouler à vélo avec vos écouteurs dans les oreilles. J'allais faire une entrevue la semaine dernière à Cube Radio, puis il y a un gars qui s'est fait arrêter sa piste cyclable par un policier parce qu'il roulait avec son cellulaire dans les mains. Ouais. Fait qu'à quelque part, bon, cellulaire dans les mains, vous n'avez pas le droit. Bon, bien sûr, en débit de boisson sur un vélo non plus, mais avec vos écouteurs, il y a une question de... Tu parles de la technologie, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a aussi une part de responsabilisation. Ouais, on ne peut pas avoir un policier qui nous regarde au-dessus de l'épaule à chaque maudit coin de rue de la ville. Vrai. À un moment donné, si t'es cave, t'es cave. Puis si ton instinct de survie n'est pas très élevé, bien, tu vas peut-être y goûter à cause de toi. Tu vas être dans le système, tu vas être indemnisé, oui. C'est comme le chauffeur qui fauche quelqu'un puis qui se blesse lui-même. Ironiquement, par la loi, il va être couvert par la SAC, même si tu l'autre. Il va aller en prison, mais il va être couvert par la SAC pour des soins. Il va avoir un ajustement en vertu de la loi. Mais n'importe qui, c'est pour ça que Bellemare, en 2003, le Parti libéral, Marc Bellemare, que je salue, voulait réformer le no fault, comme on dit, le sans égard à la faute. On voit des pubs un peu par rapport à la sensibilisation. Trouves-tu que la population québécoise est assez sensibilisée au niveau des accidentés de la route comme ça? Bien, vous receviez il y a quelque temps Jean-François Roux de Vélo-Québec. Ouais. Puis je parle à Jean-François, on se connaît quand même bien. Les bons aménagements, c'est une phrase qu'il a amenée que je trouve intéressante. Les bons aménagements, je le salue en passant, les bons aménagements font les bons comportements. À Montréal, là-dessus, on n'a plus que leur lever notre chapeau parce que de faire des pistes cyclables sécurisées, puis là, on retrouve ça à Boucherville, à Saint-Lambert, à Trois-Pistoles, n'importe où, ici. Je veux dire, la banlieue, on vient, d'une certaine façon, banlieuriser Montréal. Puis c'est une maudite bonne affaire parce que avant Montréal, dans les années 50, c'était le tout à l'auto. Tu étais vu comme un malade mental si tu promenais en vélo quelqu'un de pauvre qui n'avait pas d'ambition dans la vie. Or, on n'est plus là. Hein? Alors, c'est ça. Est-ce que les bons comportements, les bons usages, les bonnes infrastructures, est-ce qu'il y a un changement de mentalité? Je crois que oui. Les cyclistes ont leur place dans la société, ont leur place dans les villes, dans les centres urbains. Tu ne dépends pas de ta voiture, tu économises sur l'essence, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les artères, c'est bon dans les journées de smog. Et sur des axes qui sont sécurisés, à Montréal, on voit les centaines de kilomètres qui sont faits année après année avec le réseau Express Vélo notamment, et le réseau blanc l'hiver. Bien, tu peux te promener du point A au point B, partir le matin de chez vous, puis aller arriver à job, au travail, sans te soucier si quelqu'un va te faucher ou pas. Ouais. Alors, c'est une bonne chose. Pourquoi, là, je mets Montréal, mais je vais rentrer Saint-Jean-sur-Richelieu aussi là-dedans. Pourquoi, quand on va en vacances, on va en Europe, les gens qui gueulent tant contre les cyclistes ici arrivent en Europe, puis hey, non, mais c'est-tu le fun? C'est-tu beau? Puis là, pendant leurs 2 semaines à Valence, là, puis au Portugal, ou peu importe, ils vont faire du vélo, ils vont louer une petite Vespa, mais jamais ils se promèneront en Vespa à Montréal ou à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller à la SAQ. Mais c'est-tu le fun en vacances? Puis tabarouette, j'ai fait du vélo. Mais après ça, ça arrive ici à Montréal ou à Saint-Jean, et là, ça gueule contre les cyclistes. Ça m'empêche de marcher, de rouler, ça m'empêche. Pourquoi je suis en retard à job à cause de ça? Pourquoi on n'est pas capable de prendre le modèle partout, même aux États-Unis, à certains endroits comme en Californie ou en Europe, puis qu'on n'est pas content justement que ça fonctionne, le cyclisme ici? Moi, j'ai roulé en Europe, j'ai roulé en Allemagne, en Italie, en France. C'est une question de culture. OK? J'ai roulé dans le nord de l'Italie notamment. Et le dimanche, il y a des clubs de gens d'âge d'or. C'est partout. On était dans un gros autobus, puis au lieu d'avoir un chauffeur agressif qui sacrait puis qui klaxonnait, non, il y a comme une espèce de cohabitation. C'est intimement lié à la culture européenne et de certains pays. Bon, le vélo, là-bas, c'est notre hockey ici. On doit rendre le vélo comme le hockey au Québec. Parce que du hockey, tu n'en fais pas l'été à moins d'être dans une patinoire. Mais le vélo, tu peux en faire à l'année. Et je voudrais que Montréal se dote d'un vélodrome comme Bromont. On en avait un. On a mis des pingouins. Oui. Il y avait une grande vision municipale à l'époque. On a foutu des pingouins puis des palmiers. Oui, parce que les gens qui ne savent pas, c'est rendu le biodôme maintenant. C'est rendu le biodôme en 89. On a coupé ça. Puis je me rappelle, j'étais allé voir une exposition avec mes parents à l'époque. Puis ils avaient coupé je pense que c'était une essence de bois. Puis du moment où vous coupez le bois, vous ne pouvez pas raboter ça comme les rues de Montréal ou de Saint-Jean-sur-Richelieu. tu coupes ça, tu scrapes. Donc, c'était la théorie du fait accompli. C'est une question de culture en Europe. Les gens ont cette culture-là, comme, d'autres pays aussi. D'autres pays n'ont pas la même culture. Alors, il faut arriver à ça tranquillement en créant les bons accommodements, les bonnes infrastructures pour créer les bons gestes. Mais regardez, des gens qui vont être matamores, qui vont être
agressifs envers tout un chacun, il va en avoir tout le temps. La personne, par contre, ne va pas frôler un policier sur l'autoroute parce qu'elle va pogner un maudit ticket. Elle va se faire rentrer en dedans, puis elle va se faire, alors, il y a des limites parce que s'il y a un corridor de sécurité pour les véhicules de sécurité, de sûreté, justement, dans les interventions, et que la personne n'a pas de problème, ou qu'un véhicule qui est en train de changer sa roue, bien là, tout d'un coup, on ne va pas aller le frôler, on va cohabiter parce que c'est mon semblable. Mais cette même personne-là qui change son pneu fait peut-être du vélo aussi. Alors, cette peut-être même personne-là va aller porter ses enfants le mardi matin à l'école à 8 h dans une poussette puis un vélo cargo. Alors, il y a toute une question de culture, encore une fois, de réalisation, de réaliser que on est tous la même personne, à quelque part, en bout de ligne. On paye tous des impôts. Permis de conduire, moi, j'en ai un. C'est que les plaquettes, bien, ça, c'est une affaire administrative. Mais il faut arrêter de diviser le monde. On se fait assez diviser selon qu'on est blanc, hétérosexuel, 50 ans, à peau blanche. Mais à quelque part, on se fait... Il faut arrêter de se faire diviser au niveau de notre place modale dans la société. Bientôt, on va pester contre les skidoo. C'est quoi? Moi, je fais du ski de fond l'hiver. Moi, tu me fais écœurer parce que je fais du ski de fond? Non. À un moment donné, il faut arrêter d'écœurer le monde. Il faut se rendre compte qu'on fait tous partie de l'équation. Plus il y a de vélos dans une rue, comme en Hollande, dans les années 70, il y a plein de voitures. Ils ont fait un gros virage. Oui, le prix de l'essence, tout ça, mais la proximité, faire des lieux plus conviviaux, plus urbains, avec une densité urbaine. On parle de la densité, crédit logement social, tout ça. On n'a pas besoin d'avoir son char pour tout dans la ville. J'aime ça. Et les gens qui vont en cours J'en ai un char. J'en ai une auto. Marc-Antoine, on va s'arrêter tout de suite. Puis au retour, je veux qu'on revienne sur le post-mortem du Tour du silence, parce que ça avait lieu le 15 mai dernier. Je sais que c'est quelque chose qui tient pas mal à cœur. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Marc-Antoine. Assez intéressant. Bougez pas. Nous sommes de retour avec Maître Marc-Antoine Desjardins. On va parler de cyclovia au cours des prochaines minutes, Marc-Antoine, mais je veux qu'on parle du Tour du silence. Ça avait lieu le 15 mai dernier. D'abord, moi, je ne suis pas un gars de Montréal, des choses comme ça. Je suis cycliste, mais à mes heures. Je veux que tu m'expliques un peu c'est quoi, et on va revenir un peu sur l'événement du 15 mai dernier. Bien, merci de l'occasion, Alexandre. Le Tour du silence, dans le fond, c'est un événement qui a été créé en 2003 suite au décès d'un Texan, un homme qui vivait au Texas. Puis un de ses amis a décidé de créer un mouvement local qui a essaimé puis qui s'est développé dans le monde, près de plus de 400 quelques villes dans le monde. Le troisième mercredi du mois de mai, qui est le mois du vélo. Et nous, bien, ça tombe toujours le 15 mai. Bon, le troisième, en tout cas, on fait ça. Et au Québec, on était environ 22 villes. Puis ça, bien, c'est les clochettes, justement, du Tour du silence. Et c'était des objets promotionnels fournis par la FQSC, Fédération québécoise des sports cyclistes, la SAQ, et les partenaires locaux pour sensibiliser les gens au partage de la route, éviter de devenir une statistique morbide, mortifère, et de ne pas mourir en faisant ce qu'on aime. Essentiellement, c'est de créer un mouvement provincial. Moi, je m'occupe depuis 2018 sous cortège policier avec le SPVM. C'est un super bel événement. On était 80 cyclistes environ, vraiment le fun, des jeunes, des enfants. On roule à 15 km/h. Est-ce qu'il y avait des familles endeuillées également qui étaient là? Ah, bien sûr. Moi-même, pas ma propre statistique de 2013, mais on avait, bien sûr, Catherine Bergeron, qui est la mère de Clément Ouimet, qui est mort sur Camilleau dans 2017. Toujours très chargée. Catherine, que je salue chaleureusement, qui est une femme extraordinaire. Avec son équipe au niveau de l'organisation. Alors, l'équipe Salut Clément, le Tour du silence de Montréal, on collabore ensemble et on veut présenter un super tour l'année prochaine aussi, un peu plus amplifié, avec un parcours très beau dans Rosemont, qui est un beau quartier familial, sécuritaire sur Bellechasse, Saint-Zotique, Saint-Laurent, tout ça. Et le Tour du silence a une visée, un but de sensibiliser les gens au partage de la route. Parce que l'essentiel des accidents se trouve aux intersections, que vous soyez piéton, personne vulnérable. Mais ça arrive aussi que vous soyez malheureusement fauché sur une route d'entraînement par quelqu'un qui s'endort au volant. On a vu ça il y a quelques années, il y a quelqu'un qui s'est fait, je pense qu'il y a un groupe de triathlètes à Piémont-Rougemont. Non, c'était sur la 112. Sur la petite Caroline à Rougemont. Oui, qui sont fait ramasser. Alors, tu sais,
C'est toujours, moi, il y avait Isabelle Richer également. Isabelle Richer, effectivement, petite Ouais. Caroline, ben oui, effectivement, qui s'en est sortie. Elle, c'est son casque qui lui a sauvé la vie. On pourrait en parler aussi, mais Isabelle Richer, si elle n'avait pas de casque, sans c'était casque, terminé. elle mourait, c'est clair. Sa tête allait faire comme un œuf, c'était terminé. Là. Ben oui, parce que sinon, tu subis des blessures. Puis je représente des gens qui ont des traumatismes crâniens. Quand on sait que les statistiques disent que 40 des gens qui ont un TCC, traumatisme cérébro-crânien, peuvent éventuellement développer un trouble de dépression. Mets ton casque, tu n'auras pas l'air d'un cave. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? La jeunesse, moi, je suis père de 2 ados. Essayer de leur mettre un casque, ils comprennent. Tu sais, je sais que là, Louis Garneau en fait des très beaux, mais tu sais, souvent, je dis, mets ton casque de skate, fais quelque chose, mais mets ton casque. Tu sais, on revient sur Natasha Richardson. S'il y a quelqu'un de connu qui est décédé au Québec, à Mont-Tremblant, c'est elle. Si elle avait eu son casque sur la pente de ski, semble-t-il que c'est un accident très anodin. Elle ne serait pas décédée. Donc, à un moment donné, c'est assez important. Et ta fille levait son casque sans rien dire pour jouer au hockey. Non, mais c'est ça quand même, Marc-Antoine, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, dans le ski, je ne sais pas si tu es un gars de ski de fond, mais dans le ski, à cette heure, les gars, les gens ont compris. Ils ont mis comme les lunettes aux clés avec le casque. C'est in de le porter, c'est hot. Pourquoi c'est pas de même à vélo? Bien, je pense que c'est une question aussi d'évolution des mœurs. Dans le temps, on faisait du ski alpin sans casque, juste avec ta tuque. Puis tu pouvais tomber puis te cogner à la tête. Parce que, regardez juste dans le milieu du football. Absolument. Les commotions cérébrales. Tu sais, à un moment donné, puis là, bien, les gens poursuivent la NFL à cause de problèmes cérébraux à long terme, en deviennent déments, problèmes conjugaux, battent leur conjoint, tout ça, et finalement meurent de démence, de problèmes cérébraux aigus. Fait que je pense que c'est une question aussi d'évolution des mœurs. Le casque n'est pas obligatoire en vélo, mais par contre, bon, moi, je dis juste une chose. Tu as une tête, mets ton casque. Là. Regarde, tu mets ta ceinture de sécurité. Dans le temps, les gens buvaient au volant, n'avaient pas de ceinture de sécurité, il y avait des gros bateaux là, en acier trempé quasiment, avec un gros Fury, 1970. Aujourd'hui, c'est plus ça. La technologie avance. On est très aussi individualiste. Aller juste dans un centre d'entraînement, tout le monde est sur ses oreilles, plus personne ne parle, plus personne ne se regarde, plus personne ne socialise. On est tous des robots automatisés. Là, mais tout ça amène une réflexion sur la place de la technologie, puis aussi le fait que la science nous montre que si tu as un accident de vélo puis que tu as un casque ou à ski, tu as moins de chances. Je ne dis pas que tu ne vas pas mourir si tu as ton casque, mais tu as moins de chances, si tu vis, d'avoir des séquelles graves à long terme. Fait que juste là, c'est un argument qui me convainc, moi. Bien, c'est parce que si tu prends des gens actifs comme nous, les gens diraient t'es mieux d'être mort que d'être quadraplégique, dans le sens que mêler ton casque, parce que tes séquelles, des fois, c'est pire que la mort. Mon point, c'est que je sais que la mort, c'est irréversible. Mais tu veux-tu être légume? Veux-tu être quadraplégique? Non plus. Puis c'est pire, à la limite, parce que tu as à vivre avec ça. Oui, mais là, encore une fois, mais tu comprends ce que je veux dire? Mon point, c'est que si t'es quelqu'un d'actif, puis que t'es plus capable de bouger, tes membres ne fonctionnent plus, mêler ton casque. Ben oui, parce que tu vas devenir un boulet pour la société. Bien, au-delà de ça, je veux dire... Et tu vas devenir non fonctionnel, tu vas endeuiller tous tes proches, tu vas devenir une épave, malheureusement. Et non, il faut éviter ça. Mais regardez, c'est pas la fin du monde mettre un casque. Il y en a des beaux avec des couleurs. Moi, j'en ai un. Notre case, il est jaune, c'est le taxi de Montréal. Tout le monde tripe quand il me voit. Ah, t'as un beau casque. Ben oui, c'est ça. Ça prend 30 secondes. C'est comme dévier quand vous passez un cycliste. Au lieu de le ramasser puis de le frôler pour lui faire peur, pour montrer tes gros bras ou montrer j'ai un gros char. Non, regarde, le cave. Prends ton temps, puis tasse-toi, puis fais le corridor de sécurité, parce que si on te pointe, tu vas avoir un ticket. Tu sais, à un moment donné, là... Il reste moins de 3 minutes. Je veux qu'on parle de oui, cyclovia, qui est un événement important aussi. Oui. Bien, la cyclovia, c'est mon bébé sportif que j'ai créé en 2016. Parce qu'on a Yves ici qui reste dans le sud-ouest de Montréal qui dit je connais à Verdun, tu connais ça, moi, cyclovia? OK, cyclovia, c'est la fermeture les dimanches matins de Camille-Hood, qui est la montée mythique à Montréal pour le vélo. Et on ferme ça les dimanches matins, à 7h30 à midi. J'en suis très fier. C'est un bel accomplissement. Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde. OK, on ferme. Il n'y a pas de charge sur 1,6 km. Fait que les gens montent, descendent, s'entraînent là-dessus. C'est super le fun. Et tu peux venir, il y a des enfants avec leur carrosse, leur bébé, les parents avec des poussettes. Belle façon de découvrir le vélo. Belle façon de découvrir le vélo. Puis ce qui serait le fun, c'est de développer des axes de villégiature puis de gourmands avec des cafés, des restaurants pour attirer le monde à Montréal. Et c'est des idées qui prennent du temps, mais c'est très le fun. Alors, c'est sécurisé. Le but fondamental, c'est d'offrir un endroit sain et sécuritaire aux sportifs et aux gens actifs à Montréal. Ça commence le 16 juin jusqu'au 8 septembre.
Tu sais, ce que j'ai aimé, il y avait un marathon à Longueuil en fin de semaine. Ouais. Et il y a on est en camp d'entraînement au hockey, tout ça. Il y a un père, à un moment donné, qui m'appelle, puis il dit, ma fille va arriver en retard. Puis au lieu de sacrer contre la course, il dit, c'est moi le cave qui est allé chez Walmart à Longueuil, puis qui n'avait pas regardé les nouvelles, puis qui savait pas qu'il y avait un marathon à Longueuil. Fait que, regarde, je les ai laissés courir, je n'ai pas sacré après personne, j'ai fait un détour, puis je suis arrivé. C'est bon, ça, parce que la majorité des gens rigolaient après tout, puis maudite course de sans dessin, puis blablabla. Non, on a le droit d'avoir des... C'est ce que je déplore, moi, c'est que les gens, maintenant, sont ouverts sur le monde, vont partout dans le monde, sont contents de ce qui se passe partout dans le monde, sauf ici. Bien, moi, je m'inspire de ce qui se fait justement ici. On a copié un peu le modèle du parc de la Gatineau, où est-ce que tous les dimanches, depuis les années 70, c'est beau. Alors, regardez, à un moment donné, ben oui, il y en a qui sacent, il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui me démonisent, mais je les salue à la maison. Et honnêtement, j'en ai rien à cirer d'eux autres parce que c'est des gens qui vivent à la remorque des événements. Et le fait de faire une cyclovia urbaine, sportive, c'est la voie de l'avenir. Ouais. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça là-dessus. Ça termine bien, je trouve. quelque chose d'autre de dire? Absolument. Puis oui, là, on n'a plus de temps, donc je pense que ça Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci, Un gros Marc-Antoine. merci, parce que Merci à Merci passion. plaisir, merci beaucoup. c'est avec des invités comme toi qui fait que notre émission, à chaque année, revient et qui est en demande, parce que Merci de c'est l'occasion. les invités qui font notre show. Les gars, La n'hésitez pas, j'ai tellement de sujets à discuter avec vous, ça va me faire grand plaisir. Ça peut être un rendez-vous annuel. Oui, puis le 16 juin, vous devriez venir à Montréal juste prendre des photos, puis on pourra faire un reportage si vous voulez. Ça serait le fun. J'aime ça. On s'arrête. Et au retour, tu veux-tu parler l'art de tout scraper? Veux-tu parler de quoi qui pollue? On parle de NASCAR au retour et d'Indy 500. On bouge pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, on se serait cru dans les bonnes vieilles années du hockey senior, mais au NASCAR, en fait. Non, mais écoutez, là. Steinhaus s'est fait tasser par Carl Busch. Ouais. Et là, Steinhaus était en tabaslac, fait qu'il l'a attendu dans les paddocks. Les bras à la fin. croisés. Les bras croisés. Et là, Avec son ça, père. Exact. Mais monsieur en a mangé une solide, par exemple. Je parle de monsieur, le papa de Steinhaus. Et là, on a demandé à Richard, est-ce que c'est... Il dit non, c'est des vieilles affaires depuis longtemps. C'est comme si on tout réglé ça en fin de semaine. Mais j'avoue qu'on a beaucoup plus parlé de ça que de la victoire de Joey Logano en fin de semaine. Ouais. Danny Hamlin a terminé deuxième, Chris Buescher troisième, Kyle Larson quatrième et Ryan Blaney a terminé cinquième. Mais Rapidement, ça, c'est important. je veux te parler de Kyle Larson parce que lui, en fin de semaine, c'est le Coca-Cola 600 à Charlotte. Mais il va faire les 500 000 d'Indianapolis juste avant. Prends l'avion ensuite. Exact. Donc, hélicoptère jusqu'à l'aéroport. L'avion jusqu'à Charlotte. S'il n'y a pas grand gars qui ont fait ça, bravo, on fait bien des farces. Non, Mais quand t'es pilote, tu l'es ou tu l'es pas. Oui, monsieur. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye.